Il est à la fois invité d'exception parce qu'il parle de ces sujets-là, l'innovation, le digital, dans un métier bien particulier qui est très impacté par la révolution digitale. Je parlais du métier de la banque. Et puis, c'est un enfant du pays. Merci d'accueillir très chaleureusement celui qui est membre du comité de direction de Crédit Agricole SA, directeur général de Crédit Agricole Technologie et Services, Monsieur Serge Magdelaine. Serge Magdelaine. Merci d'être avec nous, Serge Magdelaine. Bonsoir. Bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, avant tout, je voudrais saluer évidemment le président de Guéry et le remercier, ainsi que le maire d'Oyonnax, Michel Perrault, pour leur invitation. Merci à David Sasso aussi, qui est directeur du développement économique, d'avoir pu organiser cette keynote. La salle est très impressionnante. Et pour répondre à Frédéric qui dit « je suis un enfant du pays », ça me faisait penser à une phrase, comme disait souvent un grand patron que j'ai connu, qui s'appelait Jean-Paul Chifflet. Peut-être certains l'ont connu dans cette salle, qui était directeur général du Crédit Agricole Centrette et puis ensuite directeur général du groupe. Il me disait « Serge, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais croire dans la vie. La première, c'est quand un client te dit « vous allez recevoir le chèque demain parce que j'ai mis à la poste aujourd'hui ». Ça parle à certains. La seconde, c'est quand votre femme vous dit qu'elle vous aimera toute sa vie. Et la troisième, c'est quand un gars de Paris arrive pour vous donner des conseils. Et donc, je voudrais tordre l'idée selon laquelle je suis un gars de Paris qui vient vous donner des conseils. D'abord parce que je ne suis pas de Paris, et comme l'a dit Frédéric, je suis de l'Ain. J'ai grandi dans le Bugey, pas dans le Haut-Bugey, mais j'ai bien connu le Haut-Bugey. J'ai dû m'expatrier à Paris pour raisons professionnelles dans cet état trop jacobin. Et puis, je ne viens pas vous donner des conseils. Je ne suis pas non plus conférencier, je viens juste partager ma vision de dirigeant d'entreprise avec vous, qui êtes des dirigeants d'entreprise, sur l'impact de la révolution digitale sur nos PME et sur nos grandes entreprises. Est-ce qu'on parle de révolution ou est-ce qu'on parle d'évolution ? Clairement, moi j'ai la conviction qu'on a devant nous une révolution technologique. La révolution, elle est liée au fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'industrie, si on appelle le comment la technologie et le quoi l'usage, c'est la première fois que le comment précède le quoi. Autrement dit, avant, on inventait des usages et on disait à la technologie « développez-moi les choses, industrialisez-moi les choses pour servir ces usages ». Aujourd'hui, on développe d'abord des technologies et ces technologies font naître des usages. Je vous donne 2 exemples concrets pour illustrer ce propos qui est peut-être un peu conceptuel. Qui aurait imaginé qu'un trombinoscope, qui était Facebook, un trombinoscope en ligne, deviendrait la plus grande, et un trombinoscope qui servait à évaluer les performances des étudiants, enfin plutôt des étudiantes, et la décence m'empêche de dire quelle performance Facebook évaluait au tout début, qui aurait imaginé que Facebook devienne la première société de data marketing au monde. Zuckerberg, il ne s'est pas dit un jour je vais devenir une société de data marketing. Il a créé un trombinoscope qui est devenu un réseau social, et cette technologie a permis de faire du data marketing. Qui aurait imaginé qu'un site de vente de livres en ligne qui s'appelait Amazon, dont on pensait à l'époque qu'il était concurrent de la Fnac, qui aurait pensé que Amazon deviendrait le premier fournisseur de cloud, c'est-à-dire de capacité de stockage illimitée pour l'ensemble des entreprises du monde, faisant probablement en 2020 plus de 500 milliards de chiffre d'affaires sur cette technologie. Comment ça s'est passé ? Jeff Bezos, il a fabriqué un site de e-commerce et une année, ces capacités technologiques n'ont pas permis de suivre les clients le jour du Black Friday, vous savez, le jour des soldes aux États-Unis. Et donc, il a dit à ses équipes, l'année prochaine, on ne loupe pas le Black Friday, donc vous me dimensionnez les serveurs pour qu'on ne loupe aucun client. Alors, ils ont vu un peu large, et donc le lendemain du Black Friday, ils avaient plein de capacités dont ils ne savaient pas quoi faire. Ces capacités, ils ont dit, mais si on les offrait à d'autres industries, et c'est devenu le cloud. Vous voyez, on a d'abord parlé de technologie. Alors, il y a pour moi 4 points majeurs qui montrent que c'est une révolution technologique. Et je suis assez content parce que dans les tables rondes que j'ai écoutées, on a vraiment parlé des 4 points. Le premier, c'est l'accélération du time to market. Le digital accélère la façon dont le temps qui est entre l'idée et le premier client qui utilise. Je crois que c'est Emmanuel Bouvier qui parlait de l'innovation collaborative pour améliorer le time to market. C'est vraiment vrai. Dans une industrie classique, ou une grande entreprise comme la banque, entre l'idée et le premier client qui utilise le produit, il s'écoule 18 mois. Chez Amazon, quand ils ont lancé l'offre Amazon Prime, la livraison en 1 heure, il s'est écoulé 110 jours entre
le premier croquis sur le bureau de Jeff Bezos, le PDG, et le premier client qui l'utilisait. En 110 jours, Amazon a créé une appli, créé un système d'information ad hoc, mis en place des entrepôts, créé une chaîne logistique et marketé le produit. 110 jours. On verra pourquoi ils arrivent à être beaucoup plus rapides que nous. Le deuxième point, c'est l'explosion de la donnée. Et là aussi, il y avait un exemple, je crois que c'est Gilles Pernoud qui parlait des moules connectés. L'explosion de la donnée, c'est arriver à entrer dans cette économie de la data, qui est une économie très contre-intuitive, dans laquelle la valeur d'un produit peut être inférieure à la valeur des données qu'on récolte en utilisant ce produit. C'est comme si demain, 1 kilo de blé valait moins cher que les données qu'on aura collectées sur le tracteur en fabriquant ce kilo de blé. Je ne porte pas de jugement de valeur, je ne dis pas c'est bien, mais je dis probablement on va vers cette économie-là. Le troisième point, c'est le règne du client et de l'expérience utilisateur. Les Américains en Silicon Valley disent l'UX, User Experience. Et là, je rejoins ce que disait Michel Gergonne. Au bout du bout, après la technologie qui est une commodité, ce qui compte, c'est comment le client vit ça, quels sont ses besoins et quelle est l'expérience, quel est l'UX que je fournis à mes clients. Si vous avez une bonne UX, vous garderez vos clients, vous en capterez de nouveau. Si vous avez une mauvaise UX, vous mourrez. C'est pour ça que les taxis commencent à disparaître, parce que Uber arrive. Uber a une très bonne expérience utilisateur. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le quatrième point, c'est la rupture de la productivité par l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, vous avez aussi gagné mois après mois, année après année, point par point, des gains de productivité. L'intelligence artificielle, dans certains process, permet de gagner en une fois 95% de gains de productivité. On voit bien que ça va révolutionner la façon dont on fabrique les choses ou dont on conçoit les services. Alors, pour illustrer l'accélération, je vais donner une illustration sur chacun de ces points. Pour illustrer l'accélération, j'ai mis ici sur un petit cadran ce qui se passe en 1 minute sur le web. Vous voyez dans le cadran sur les 10 heures à peu près, Facebook, il y a 1,8 million de likes dans le monde en 1 minute. Pourquoi c'est si facile que ça? Parce que liker, c'est hyper simple. Il y a un petit pouce, vous cliquez dessus, vous avez liké, vous décidez de déliker, vous recliquez dessus. Est-ce que c'est facile pour vous que vos clients vous likent? C'est pas simple, hein? Là aussi, l'expérience utilisateur est difficile. Autre exemple, il se crée, sur les 3 heures, 571 sites web à la minute. Ce qui veut dire, je faisais le calcul, dans le temps qu'on restera dans cette salle, il se sera créé 100 000 sites web dans le monde. 100 000 sites web. Et je me suis permis de mettre un peu, pour montrer l'humilité du Crédit Agricole, juste en dessous du site web, combien de demandes de crédit par Internet on reçoit chaque minute. On reçoit une demande de crédit par Internet au Crédit Agricole. La 10e plus grande banque du monde reçoit une demande de crédit par Internet et fait d'ailleurs 8 milliards de crédits avec, hein, donc c'est pas neutre. Ça veut dire qu'on peut être un géant de l'industrie traditionnelle et être tout petit sur le digital, et donc il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Le corollaire de cette accélération, c'est l'explosion des volumes de data. Là aussi, je donne un petit exemple. Une caisse régionale du Crédit Agricole, elle collecte beaucoup d'informations sur les clients. Elle collecte l'équivalent d'1 térabyte de données clients en 5 ans. Google, en 1 jour, collecte 20 pétabytes de données. Donc pour ceux qui n'ont pas révisé les puissances de 10 avant de venir, la traduction, c'est que Google collecte en 1 jour 20 000 fois plus de données qu'une banque en 5 ans. D'où ça vient, ça? Ça vient que les industries traditionnelles que nous sommes, nous collectons ce qu'on appelle de la donnée structurée. Un email, un numéro de téléphone, un solde de compte, la dimension d'un produit, la circonférence d'un moule, ce sont des données structurées qu'on met dans des cases qui s'appellent un système d'information. Google collecte des données non structurées. Un like que vous avez laissé l'an dernier sur Facebook est une donnée non structurée. Le fait que vous ayez regardé une photo sur WhatsApp est une donnée non structurée. Ces données non structurées sont coupées en plein de petites données structurées, en pétabytes de données structurées, et sont utilisées pour être monétisées par une technologie qu'on appelle le big data. Voilà la grande différence entre le small data qu'on utilise nous et le big data qu'utilisent les GAFA. Et ça fait naître quoi? Ça fait naître ce qu'on appelle une économie de la data avec des modèles bifaces. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, qui est très en vogue en ce moment à la Silicon Valley. Le modèle biface, c'est face A,
vous consacrez des charges pour créer des produits que vous vendez à vos clients gratuitement. Phase B, vous collectez de la data lorsque vos clients utilisent ce produit et avec ces data, vous faites du chiffre d'affaires en la vendant à d'autres. C'est le modèle biface. L'exemple type du modèle biface, c'est WhatsApp, la messagerie WhatsApp. Qui utilise WhatsApp dans la salle? Levez la main, vous pouvez vous dénoncer, hein, c'est comme moi. Voilà. Vous faites partie des 1,2 milliard de personnes dans le monde qui utilisent WhatsApp gratuitement. Mais attention, quand vous utilisez un service qui est gratuit, c'est que vous êtes devenu le produit. Donc vous ne faites pas partie des 1,2 milliard de clients de WhatsApp, mais 1,2 milliard de produits de WhatsApp, puisque chaque jour, vous fournissez toutes vos données de déplacement. WhatsApp sait exactement où vous êtes aujourd'hui. Il sait si vous avez levé votre smartphone, baissé votre smartphone, si vous l'avez utilisé. Il a accès à tous vos contacts. Donc il sait aussi que vous êtes... aujourd'hui, il sait que je suis avec le président Duguerry juste à côté. Et toutes ces données-là, que WhatsApp récolte, il s'en sert pour monétiser. C'est pour ça que Facebook l'a racheté 19 milliards de dollars. Une entreprise qui ne fabrique quasiment pas de chiffre d'affaires. C'est pour ça aussi, autre exemple plus récent, que Microsoft a racheté LinkedIn, ce site, cette appli que vous utilisez peut-être, pour 35 milliards de dollars. Donc on voit que petit à petit, on va vers une économie de la data avec les modèles biface. Là encore, je ne porte pas de jugement de valeur. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste vers où ça va. Troisième point, c'est le règne de l'expérience utilisateur. Et là, je vous donne un exemple qui nous avait fait réagir au Crédit Agricole, mais c'est vrai dans toutes les banques. Pour entrer en relation avec une banque, traditionnellement, vous allez dans une agence et vous avez pendant 2 heures un questionnaire, vous devez donner des éléments, et au bout des 2 heures, vous avez ouvert le compte. Pour entrer en relation avec Uber, j'ai fait le test, j'ai chronométré, il faut 1 minute 40. En 1 minute 40, vous avez donné vos coordonnées, vous avez scanné votre numéro de carte bancaire qui est préenregistré, et vous pouvez appeler votre premier taxi, vous le visualisez, il arrive devant vous dans 3 minutes, et c'est une Mercedes immatriculée, etc. 1 minute 40. Alors, on me dit souvent... Ouais, mais Serge, tu ne peux pas comparer, il y a la banque d'un côté et puis là, c'est du transport de l'autre, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais c'est le même client. C'est le même client qui, le matin, s'enrôle avec un effet waouh sur Uber en 1 minute 40 et qui va transpirer dans une agence pendant 2 heures l'après-midi où on lui demande des justificatifs d'un autre temps. Autrement dit, nous sommes non seulement en concurrence d'expérience utilisateur avec nos concurrents, mais aussi avec ces personnes-là qui, finalement, ringardisent notre expérience utilisateur que nous devons renouveler. Alors, par rapport à ça, j'allais dire quelles sont les réponses possibles de ces points qui, honnêtement, nous impactent. Alors, d'abord, le digital, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est pourquoi faire. À court terme, on a la conviction, en tout cas au Crédit Agricole, que le digital doit nous permettre de repenser l'expérience qu'on offre à nos clients. Dans la banque, c'est faire un crédit habitat, changer de clause bénéficiaire sur une assurance vie, ouvrir un compte, modifier le plafond de ma carte, etc. Donc, petit à petit, on réécrit toutes les expériences clients en les digitalisant, en les simplifiant, en les lignifiant, comme on dit, pour vraiment les simplifier. Ça, c'est le court terme. Sur le moyen terme, le digital, c'est aussi des nouveaux modèles économiques. Moi, dans la banque, je ne sais pas vous dire, dans 5 ans, on en parlait tout à l'heure dans une table ronde, je ne sais pas vous dire quel sera le rôle du conseiller le jour où il y aura de l'intelligence artificielle partout. Je sais qu'il aura un rôle, mais je ne sais pas exactement quel sera ce rôle. Je ne sais pas vous dire à quoi ressemblera le modèle économique quand la blockchain, vous avez peut-être entendu parler de cette technologie, quand la blockchain sera vraiment présente, cette technologie qui permet à une communauté de s'affranchir d'une autorité centrale comme la banque pour certifier des transactions financières quand même. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que ça donnera dans la banque. Je sais juste qu'il faut qu'on explore toutes ces pistes, un peu comme une arche de Noé, pour voir quel sera le nouveau modèle économique de demain. Par contre, si je ne sais pas exactement à quoi ressemblera l'avenir dans mon industrie, je vois bien à peu près ce qu'il faut faire à court terme. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que pour réaliser le court terme et pour inventer le moyen terme, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réinvente notre façon de travailler. Parce que je vous le dis, comme je le pense, et ça n'engage que moi, je pense que les grands groupes, mais peut-être aussi les PME, travaillent avec des méthodes jurassiques de travail. Et quand vous avez la chance d'aller en Silicon Valley pour voir la façon dont ces GAFA travaillent, vous dites vraiment on est sur des méthodes jurassiques.
Illustration d'une méthode jurassique pour fabriquer un produit. Le marketing imagine ce que veut le client. Parfois, le marketing, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un client, mais il imagine ce que veut le client. Il transmet son expression de besoin à un concept très français qui s'appelle les maîtrises d'ouvrage, qui vont spécifier. Les maîtrises d'ouvrage passent ensuite le ballon aux maîtrises d'œuvre, MOE, c'est presque comme MOA, mais pas tout à fait pareil, qui vont développer, fabriquer. Et puis ensuite, on passe ça soit à la vente, quand c'est un service, soit à la mise en production, et enfin le client là. Et donc, il s'écoule vraiment beaucoup de temps. Eh bien, on va voir qu'aujourd'hui, il existe des méthodes qui sont en rupture par rapport à cette taylorisation. Alors, du coup, se réinventer la façon de travailler pour les entreprises, ça veut dire quoi par rapport à ces 4 points de diagnostic de la révolution digitale? Le premier, c'est passons à l'agile. L'agile, c'est une méthode, vraiment, que j'ai découvert, moi, qui permet de réduire le time to market parfois par 10 d'un produit. C'est vraiment assez exceptionnel. Le concept, c'est quoi? Nous, on travaille la plupart du temps, moi, on m'a appris dans mon école d'ingénieur la taylorisation. Un problème complexe doit être découpé en 10 problèmes plus simples. Et chaque problème doit être résolu par une équipe de manière juxtaposée, et ainsi de suite, et on arrive à résoudre le problème complexe. L'agile, c'est ce qu'on appelle le Scrum, ce qu'ont inventé les anglo-saxons. Le Scrum, alors Scrum, ça veut dire mêlée de rugby en anglais. C'est-à-dire, au lieu de juxtaposer des équipes, je mets ensemble toutes les parties prenantes depuis le début jusqu'à la fin du projet. Et tout le monde fait tout. Et non seulement tout le monde fait tout, mais tout le monde fait tout dans la même pièce. Je les colocalise. Je mets des architectes, des designers, des utilisateurs au cœur de la fabrication du produit. Et je fabrique un produit minimum viable. Et je mets, et là c'est très scientifique, vous allez voir, je ne mets dans une salle pas plus de personnes que peuvent nourrir 2 pizzas. D'où le concept de la pizza team. Parce qu'au-delà de 12 personnes, j'ai des problèmes de coordination, j'ai des problèmes d'ego, j'ai des personnes qui se cachent, etc. Et donc, j'ai de la déperdition de productivité de projet. Donc, passer de la taylorisation, et c'est très difficile parce que moi, culturellement, je suis né, j'ai appris la taylorisation, au Scrum. Ça, c'est vraiment l'agilité. Le deuxième point, c'est sur la data. Un chef d'entreprise, il doit regarder ses concurrents. On a beaucoup parlé des concurrents, mais il doit aussi regarder ceux qui seraient potentiellement ses surtraitants. Ces surtraitants, c'est qui? C'est, par exemple, le surtraitant des hôtels Accor, c'est Booking. Accor, ils se battaient contre Hilton. Ils n'ont pas vu arriver Booking. Booking, c'est la plus grande compagnie hôtelière du monde qui ne détient aucun hôtel. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'économie de la surtraitance et des plateformes. Simplement, Booking a repensé, ils ont regardé, comme Michel Gergonne, ce que voulaient vraiment les clients qui réservaient un hôtel. Et ils ont créé une expérience utilisateur bien meilleure que celle qu'avait Hilton, bien meilleure que celle qu'avait Accor. Et en plus, comme il collecte de la data, il sait exactement à quelle heure vous voulez arriver dans un hôtel, il sait les hôtels que vous aimez, il sait vos préférences. Et donc, il vous offre une meilleure expérience utilisateur. Et donc, ils ont supplanté tous les hôteliers, Booking. Donc, regardez qui sont vos surtraitants potentiels et pas seulement vos concurrents. Sur la data pardon, c'est ce que je voulais dire sur la surtraitance et le modèle biface, c'est explorer, comme le faisait Gilles Pernoud, explorer, j'allais dire, ce que vos moules peuvent apporter en termes de données d'utilisation des clients. Et ces données que vous allez collecter valent de l'or. Et vous trouverez de toute façon une façon de valoriser ces données. Et enfin, regardez évidemment, regardez ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans votre compte d'exploitation. Je donne un exemple très concret. Vous êtes peut-être, ou vos collaborateurs sont complètement submergés par les emails. Il existe aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les email analyzers qui vous font des réponses préconstruites. C'est assez bluffant, hein, à vos clients ou à vos collaborateurs sur les emails. Par exemple, un email analyzer vous permet un gain de productivité de 70% par rapport au traitement des emails. Donc, si vous avez vos collaborateurs, vos commerciaux, vos ingénieurs qui passent 50% de leur journée à répondre à des emails, vous pouvez gagner 70% de productivité sur ces 50% du temps. Ça, c'est ce que peut apporter d'ores et déjà l'intelligence artificielle. Et pour utiliser de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas besoin d'avoir des ingénieurs en intelligence artificielle, hein. Il existe des services, j'allais dire plug and play.
que vous pouvez utiliser. Donc finalement, l'entreprise qui réinvente sa façon de travailler, c'est une entreprise qui se pose la question de passer à l'agile. C'est une entreprise qui regarde comment elle peut tirer bénéfice des données d'utilisation de ses produits par les clients en créant son propre modèle biface. C'est une entreprise qui a l'obsession de fournir à ses clients une très bonne expérience utilisateur. Et c'est une entreprise qui regarde aussi du côté des charges de son compte d'exploitation en disant qu'est-ce que ça peut m'apporter l'intelligence artificielle ou la robotisation. Je préfère d'ailleurs le terme d'intelligence augmentée plutôt qu'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au service du collaborateur, car j'ai la même conviction que les personnes qui se sont succédées sur la tribune aux tables rondes, les collaborateurs garderont une place centrale, et heureusement, dans la société et dans les entreprises, même avec l'intelligence artificielle. Alors, du coup, on pose souvent la question, est-ce que les GAFA vont vraiment arriver dans tous les secteurs, évidemment le secteur de la banque. Moi, ce que je dis à mes collaborateurs, je leur dis évidemment, j'en sais rien. Au fond, les GAFA, si on regarde leur capitalisation boursière, je crois que maintenant ils en sont à 2500 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter 50 fois la Société Générale ou une banque de taille de 50 milliards d'euros. Donc, évidemment, s'ils veulent aller sur un secteur, un GAFA, il peut aller sur ce secteur. Que ce soit le secteur des moules, que ce soit le secteur du bois, que ce soit le secteur des services, un GAFA peut évidemment le faire. En revanche, ce que je dis aux collaborateurs, c'est la meilleure façon de s'en prémunir, c'est de fabriquer nos produits, fabriquer nos services avec la GAFA attitude. C'est quoi la GAFA attitude? C'est être aussi simple que Google dans la conception de nos services. C'est être aussi fluide qu'Apple, proposer des expériences utilisateurs, un SAV qui soit aussi fluide que ce que vous utilisez quand vous ouvrez votre smartphone. C'est être aussi interactif que peut l'être Facebook avec ses clients, et c'est être aussi personnalisé dans la connaissance intime des clients que peut être Amazon. Et je pense que si on arrive à avoir cette GAFA attitude, dans la vie au quotidien de notre entreprise et en la transformant, je pense alors on peut se prémunir de beaucoup de dangers de la révolution digitale. En guise peut-être de conclusion, je voudrais juste peut-être vous donner un seul petit conseil, parce que vous êtes des dirigeants d'entreprise, vous êtes des chefs d'entreprise, et on voit bien que la nécessité de transformation des entreprises est forte face à la révolution digitale qui arrive. Et la question va se poser, c'est quel est le rôle du chef d'entreprise dans cette transformation? Il est majeur. Il est majeur. Vous êtes, et j'en discutais avec le maire d'Oyonnax, vraiment, le chef d'entreprise doit donner l'exemple. Moi, j'ai une femme qui est à moitié chinoise et qui me dit, il y a un proverbe chinois qui dit « un poisson, ça pourrit par la tête ». La version positive, c'est que c'est à vous, chef d'entreprise, d'influencer, d'impulser, mais c'est vrai aussi pour les collectivités locales, la transformation de l'entreprise que vous gérez. Et je terminerai par une citation d'Albert Schweitzer qui illustre ça et que j'aime bien. Il disait « L'exemplarité n'est pas la meilleure façon d'influencer, c'est la seule ». Je vous remercie. Vous avez sûrement des questions à lui poser via les SMS, des questions qui sont peut-être déjà arrivées en régie. Les voilà. Les géants du digital sont américains, asiatiques ou anglo-saxons. Comment la France peut-elle encore relever le défi? C'est une question. Alors d'abord, les propos que je vais tenir n'engagent que moi. Je pense réellement qu'on est sur un danger de perte de notre souveraineté numérique en France. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire du digital, et toutes les entreprises doivent faire du digital, vous êtes obligé de passer par un GAFA. Un moteur de recherche, l'Apple Store pour aller mettre en place une appli, aller positionner des données sur un cloud, quel que soit l'acte digital que vous allez faire, vous allez chez un GAFA. On a vu Carrefour qui vient de s'associer avec Google. Alors après, j'y viendrai, ça peut être une des stratégies. Moi, je pense vraiment que les GAFA sont devenus, vous savez, dans toute ruée vers l'or, ceux qui gagnent de l'argent, c'est qui? C'est les vendeurs de pellets de pioche. Moi, je pense que les GAFA sont au digital ce que les vendeurs de pellets de pioche étaient à ruer vers l'or. Ils maîtrisent tous les outils. Et ça, on ne l'a pas vu venir.
On ne l'a pas vu venir en France. On ne sait pas créer notre propre Internet sécurisé. On ne sait pas créer notre propre cloud souverain. Ce qu'ont fait les Chinois, ce qu'ont fait les Asiatiques. Nous, on ne l'a pas réussi en France, on ne l'a pas réussi en Europe. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, etc. Je pense que la bataille n'est jamais totalement perdue. Je pense qu'il faut un sursaut, et je pense qu'en ce moment, il y a un vrai sursaut, y compris du gouvernement, sur ces sujets-là. Et puis, il y a des stratégies d'alliance. Voilà, comme disait Churchill, hein, « If you can't beat them, join them ». Donc, c'est ce que fait, je pense, un peu Carrefour, en disant je vais m'associer avec un GAFA dans la distribution des produits. Je pense que ça peut être une stratégie de la France. Doit-on avoir confiance dans cet avenir digital? Le train du numérique est-il déjà irrémédiablement parti, ou est-ce qu'on peut encore monter dedans? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est une forme de... J'ai presque un pessimisme a priori. Je ne suis pas sûr que le train du numérique est parti. Je crois qu'il est là, on est dedans, on est sur le train, et qu'il faut vraiment aller faire les choses. On parlait d'innovation collaborative. On a vu, je crois, aujourd'hui dans les tables rondes qu'il y a vraiment de l'innovation, des choses qui bougent. Je pense que culturellement, il faut qu'en France, on accepte, on aime bien théoriser les choses, on aime bien conceptualiser. Je pense qu'il faut juste faire aussi les choses. Quand on va aux États-Unis, ce qui est frappant, ils font ce qu'on appelle le test et apprentissage. Dès qu'ils ont une idée, au lieu de la chercher, de la creuser, ils font tout de suite. Ils appellent ça test and learn. Ils disent même test and fail and learn. Tester, échouer, apprenez. Et comme c'est des Américains et qui sont soucieux de leur argent, je vois le monsieur de la BPI qui est là, ils disent but fail cheap and fail fast. Hein, échouer rapidement et échouer pas cher, quoi. Voilà, je pense que regardons pas les trains qui partent, les trains qui arrivent, faisons les choses, innovons, du voyage, hein. Et faisons partie du voyage. Quelles sont les écoles qui permettent de se former à ces transformations digitales, expérience utilisateur dont vous parliez, intelligence artificielle Alors, là aussi, effectivement, la France, mais comme beaucoup de pays européens, est un tout petit peu en retard sur la formation. Voilà, on ne trouve pas aujourd'hui beaucoup de formateurs qui nous offrent des développeurs qui peuvent nous aider à aller plus vite, ou des formations en UX, il n'en existe quand même pas beaucoup. Alors on parle, parce qu'elle est médiatique, de l'école 42 qu'a monté Xavier Niel, mais il y en a d'autres aujourd'hui. Je pense que là aussi, peut-être les collectivités peuvent se dire comment moi je deviens aussi, comment je forme moi. C'est une autre façon que la façon académique de former des gens à cette économie digitale. Et la meilleure façon de se former, c'est just do it, quoi. C'est vraiment de le faire. Peut-être que l'apprentissage et justement le rapprochement. Ça fait partie, exactement. Voilà. Et puis aussi, on le voit en corollaire, hein, tous ces métiers qui sont en fait la conjonction de plusieurs compétences. Un data scientist aussi, ça bouge beaucoup. Oui, alors on peut toujours avoir peur du digital, mais le digital va faire disparaître des métiers, mais le digital va créer beaucoup d'autres métiers. Et plutôt que de regarder les métiers qui disparaissent et essayer d'avoir même une politique, là je m'adresse à nos hommes politiques, hein, de dire je regrette le passé et je vais retenir avec toutes mes forces les éléments du passé, oui, inventons ceux de l'avenir. Une dernière question, faut-il privilégier un data center indépendant français plutôt que ceux détenus par les GAFA? Alors, bon, déjà, je ne sais pas si tout le monde sait, un data center, c'est grosso modo un entrepôt sur lequel sont posés des serveurs, et ces serveurs connectés à Internet sont là pour stocker plein de données. Donc évidemment, les banques, nous, on va stocker des données dans des data centers. Il y a une grande question qui dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus cher et plus efficace, et c'est le cas malheureusement, d'aller poser ces données sur un cloud public américain plutôt que sur un data center propriétaire français? Et ça pose un problème de souveraineté parce qu'il vient de se créer ce qu'on appelle le Cloud Act américain. Je ne sais pas si certains en ont dû parler. Grosso modo, le gouvernement américain a le droit d'aller observer toutes les données qui se trouvent partout dans le monde sur les clouds sans même que vous soyez informé. Des données bancaires, des données stratégiques de l'armée, de l'énergie, etc. Big data is watching you. Hein, exactement, c'est exactement ça. Donc j'aurais tendance à dire oui, il faut privilégier quand même des choses qui sont sur le territoire, mais je ne suis même pas sûr que ça nous protège autant que ça. On ose, mais de façon vigilante. Exactement. Serge Magdelaine, merci encore de votre témoignage. Merci. Passionnant. Merci à vous.